Bonjour et bienvenue sur cette première série de podcasts Paroles d'experts. Pour ce deuxième épisode, nous sommes allés à la rencontre de Sabrina Boutef-Nouchet, docteure en pharmacie et maître de conférences à l'Université de Paris. Sabrina est une spécialiste des plantes. Elle enseigne la pharmacognosie, l'aromathérapie et la phytothérapie à ses étudiants de pharmacie. Elle intervient également en tant qu'experte au sein d'agences de sécurité sanitaire en lien avec les produits de santé à base de plantes, notamment les huiles essentielles. Elle vous explique aujourd'hui ce que sont les huiles essentielles et leurs propriétés pharmacologiques. Bonne écoute! Alors, qu'est-ce qu'une huile essentielle ? Une huile essentielle, tout d'abord, c'est pas une huile au sens commun du terme, c'est pas gras. Une huile essentielle, c'est volatile, c'est un parfum, donc c'est quelque chose qui va se diffuser dans l'atmosphère. Alors, les huiles essentielles, elles sont produites par les plantes dans des organes spécialisés. Donc, les plantes, elles vont enfermer ces liquides volatiles dans des poches, dans des poils. Elle les fabrique soit pour attirer des insectes, soit pour se défendre contre des nuisibles. Donc nous, on va récupérer ces huiles essentielles à notre profit et on les récupère donc par de l'hydrodistillation. Donc c'est une méthode qui va entraîner toutes les fractions volatiles que sont ces huiles essentielles par de la vapeur d'eau et on va récupérer un condensat de toutes ces parties volatiles de la plante. Et c'est cette faible fraction volatile qui va constituer l'huile essentielle et c'est en général des très faibles volumes puisqu'il faut énormément de plantes pour récupérer très peu d'huile essentielle. Donc on peut parler d'un produit très concentré, un concentrat d'une seule partie de ce que fait la plante, c'est uniquement la partie volatile qui va être contenue dans ces petites poches ou ces petits canaux. Les huiles essentielles, elles vont contenir un groupe de composés donc de petite taille. La plante, elle va utiliser des petites briques du vivant pour fabriquer ces petites molécules dans le but qu'elles soient très volatiles. Donc, c'est jamais des gros constituants, c'est des tout petits composés. Et il s'agit du groupe des terpènes. C'est le nom scientifique, chimique des constituants. Ils peuvent être soit avec des fonctions alcool, soit des cétones, etc. Donc, c'est des fonctions chimiques particulières qui vont se retrouver sur ces constituants. Donc, on va avoir dans ce liquide qui est produit par la plante un mélange de dizaines, voire de centaines de constituants qui sont ces molécules que la plante va produire. À côté des terpènes, qui sont vraiment les constituants les plus fréquemment retrouvés dans les huiles essentielles, on va trouver plein d'autres groupes chimiques qui sont également présents, des dérivés phénoliques, des groupes des phénylpropanes, donc c'est un autre terme scientifique qui constitue cette famille chimique, sont également retrouvés. Et puis plein d'autres groupes. Donc là, on va avoir une diversité chimique très importante dans ces huiles essentielles. Toutes les plantes ne peuvent pas produire d'huile essentielle. Celles qui vont produire des huiles essentielles sont considérées comme plantes aromatiques. C'est celles qui vont dégager une odeur pour la plupart du temps. Mais on peut quand même obtenir une huile essentielle à partir d'un nombre très important d'espèces qui existent dans la nature. Et c'est pourquoi on va avoir toute une diversité d'huiles essentielles disponibles sur le marché. Alors parmi ces huiles essentielles, il se trouve que parfois on va avoir également, pour une même plante, la possibilité d'avoir plusieurs composés différents. On va avoir ce qu'on appelle la notion de chémotype et pour une même plante, elle pourra produire plusieurs types d'huiles essentielles différentes. On va avoir l'exemple du romarin, qui est donc un romarin courant, on l'utilise comme aromate en cuisine. Et bien ce romarin, il peut produire donc une huile essentielle qui va contenir majoritairement du cinéole, donc ça va être sa marque chimique, c'est la variété acénéole, on peut considérer le chémotype comme une variété. Une autre variété de romarin, un autre chémotype va lui produire d'autres composés comme la verbénone ou l'acétate de bornyle et on va avoir d'autres compositions chimiques. Donc cette notion de chémotype elle est également très importante pour les huiles essentielles parce que une huile essentielle de romarin, si on ne précise pas
de quel chémotype il s'agit, eh bien, ça peut être l'une ou l'autre de ces huiles essentielles. Donc ça, c'est extrêmement important de bien donner précisément le chémotype, la carte d'identité chimique finalement de l'huile essentielle qu'on souhaite utiliser en thérapeutique. Cette notion de chémotype, elle va être très importante pour certaines huiles essentielles et une autre huile essentielle pour laquelle cette notion est importante, c'est l'huile essentielle de thym, pour laquelle on va avoir plusieurs chémotypes existants sur le marché des huiles essentielles. Donc le thym peut être un thym à thymol, le thymol étant un composé phénolique, donc une molécule qui va porter une certaine activité pharmacologique. Il peut y avoir des huiles essentielles de thym à linalol, qui va porter une autre activité pharmacologique, ou encore du thym à thuyanol, du thym à citronellol, etc., etc. Ce qui est important, c'est que ces chémotypes, on ne va pas les utiliser dans la même indication, dans la même visée. Par exemple, un thym à thymol est un thym qu'on va utiliser pour prendre en charge des affections bactériennes avec une activité antibactérienne très forte. Donc là, ça va s'utiliser vraiment dans des situations très précises, très ponctuelles, et alors qu'un thym à linalol, c'est un thym qui va exercer des propriétés plutôt antispasmodiques, donc il va avoir un effet plutôt relaxant, antispasmodique digestif également, et un thym thuyanol qui va avoir des propriétés là encore antiseptiques, mais qui va jouer également sur l'immunité. Donc tous ces chémotypes vont exercer chacun leur activité pharmacologique de manière différente. Alors cette notion de carte d'identité chimique, elle est très importante et on a à notre disposition des outils pour analyser ces huiles essentielles. Donc on effectue ce qu'on appelle des chromatographies. C'est la technique qui permet vraiment de séparer et d'analyser tous les constituants d'une huile essentielle. Et pour bien connaître donc la composition chimique d'une huile essentielle, il est indispensable d'avoir accès aux chromatogrammes, donc, qui sont les cartes d'identité chimique donc, de chacune des huiles essentielles qu'on va avoir entre les mains. Donc sans ces éléments, il est quand même très difficile de savoir ce qu'on a dans un flacon d'huile essentielle. Mais alors ces huiles essentielles, elles sont rentrées dans notre thérapeutique, à nous les humains, il y a quand même un certain nombre d'années, voire de siècles. Ça reste quand même assez récent et on va les utiliser dans diverses indications, diverses pathologies. On va avoir une grande indication des huiles essentielles sur des troubles digestifs, par exemple avec des huiles essentielles qui vont agir comme relaxants des fibres musculaires digestives. Donc on parle d'huiles essentielles antispasmodiques et c'est toutes nos plantes aromatiques qui vont exercer effectivement cette activité. La menthe poivrée, par exemple, va avoir donc une forte activité antispasmodique digestive et on a des données à l'heure actuelle pharmacologiques très précises, très pointues, qui savent expliquer comment le menthol de la menthe poivrée va exercer cet effet relaxant des muscles digestifs. On va avoir également d'autres indications et donc on a des produits odorants et bien entendu l'olfaction est une cible importante dans notre utilisation des huiles essentielles. Alors l'effet olfactif des huiles essentielles, eh bien on va le mettre à profit pour prendre en charge des situations de stress, des troubles du sommeil éventuellement également. Et on va avoir des molécules qui sont capables de se fixer sur nos récepteurs olfactifs. Et tout ça, c'est également des recherches qui sont très récentes, qui ont permis de bien comprendre ces mécanismes-là, avec fixation donc sur ces récepteurs, stimulation du bulbe olfactif qui va déclencher des réactions dans notre système nerveux central. Alors pour exemple, on va avoir la lavande vraie, qui est très riche en une molécule qui s'appelle le linalol, et on sait par des études sur des modèles animaux que ce linalol, il est capable de se fixer sur les récepteurs olfactifs et d'entraîner un effet relaxant
On a simplement comparé des animaux avec donc une muqueuse porteuse de ces récepteurs olfactifs ou des animaux sans, et on se rend compte que s'il n'y a pas de récepteur olfactif, l'effet anxiolytique n'est pas exercé. Donc là, c'est des données très récentes, très pointues de la science actuelle qui permettent de démontrer tout l'intérêt de l'olfaction et des effets sur le stress et l'anxiété qu'on peut attendre des huiles essentielles. On va également avoir des données concernant la fixation sur des récepteurs du système nerveux central de notre cerveau. Et là encore, on a des données très récentes qui expliquent que le linalol de la lavande va pouvoir se fixer sur certains récepteurs du cerveau, comme les récepteurs au glutamate du type NMDA. Et là encore, exercer un effet anxiolytique qui va aller dans le sens de la relaxation. Donc ce sont là des données pharmacologiques qui sont découvertes très récemment, mais qui viennent en appui d'une tradition qu'on a d'utiliser ces huiles essentielles pour leurs caractéristiques olfactives qui nous apaisent, qui nous relaxent, avec donc ces mécanismes d'action pharmacologique très pointus. On a bien sûr d'autres usages. On ne peut pas ne pas parler des propriétés anti-infectieuses des huiles essentielles, puisqu'il y a beaucoup de thérapeutiques avec les huiles essentielles sur des pathologies infectieuses, et notamment infectieuses cutanées. On va avoir des propriétés anti-infectieuses très importantes pour les huiles essentielles. Il existe à l'heure actuelle des milliers, des dizaines de milliers de publications scientifiques qui ont étudié l'activité antiseptique des huiles essentielles. Alors, ces études, elles sont majoritairement faites in vitro, c'est-à-dire qu'elles mettent en évidence l'action anti-infectieuse locale par contact avec les germes, bactéries, virus. Et bien entendu, elles révèlent, ces études, que les huiles essentielles sont très actives, avec certaines qui vont être encore plus actives que d'autres. On parlait du thymol et de cette activité très marquée de ce phénol, avec une activité antibactérienne très forte. Il existe bien sûr d'autres constituants qui vont avoir ces propriétés-là. On a par exemple donc le titri, donc c'est l'arbre à thé qui est un mélaleuca qui va contenir une molécule qui s'appelle le terpinène 4-ol et l'alpha-terpinéol. Et ces constituants sont capables effectivement d'exercer une action bactéricide sur de nombreuses bactéries. Alors on peut parler de la bactérie qui est responsable de l'acné, donc Propionibacterium acnes, qui est effectivement très sensible à cette huile essentielle, et c'est une huile essentielle qu'on utilise traditionnellement pour la prise en charge de l'acné. Et c'est effectivement vérifié par les études pharmacologiques récentes. Mais une autre bactérie qui est très intéressante avec cette huile essentielle de titri, c'est le staphylocoque doré multirésistant. Donc c'est le MRSA. Et on a beaucoup d'études qui ont montré que l'huile essentielle de titri et donc ses constituants sont capables d'altérer ces bactéries. Et on a même des études de mécanismes d'action qui montrent que c'est effectivement au niveau de la membrane bactérienne que ça va se jouer, et donc ça va altérer la perméabilité de cette membrane bactérienne, et donc la bactérie va se lyser et mourir. Donc on a là des données très précises concernant cette activité, et en plus de ces données pharmacologiques qui expliquent comment ça fonctionne, on a la chance d'avoir là aussi des évaluations cliniques par des praticiens qui ont étudié cette activité dans des cas cliniques, donc notamment l'acné, des infections staphylococciques cutanées, comme certaines furonculoses par exemple, ou d'autres types d'infections, avec des résultats très intéressants et des publications qui relatent cette activité thérapeutique. Alors, il y a une autre activité qui est assez intéressante avec les huiles essentielles, c'est leur capacité à calmer la douleur, donc un effet antalgique. Et là, on a quelques exemples aussi qui sont intéressants. Et l'exemple le plus marquant, le plus frappant, c'est celui de la menthe poivrée et de son menthol. Alors, j'en ai parlé précédemment puisque c'est ce qui va exercer des actions antispasmodiques digestives. Mais le menthol de la menthe poivrée, il a cette capacité à venir se fixer sur les récepteurs thermiques qu'on a à la surface de notre peau,
qui sont des thermorécepteurs. On a un nom plus scientifique encore, ce sont des récepteurs vanilloïdes. Et en se fixant sur ces récepteurs, ils sont capables d'avoir une action anesthésiante sur la douleur. C'est-à-dire qu'ils bloquent la transmission du signal douloureux au cerveau, en bloquant le passage, la libération de la substance P, qui est la substance qui va donner le message au cerveau, comme quoi on a mal. Eh bien, donc on va avoir cette molécule qui va être capable de bloquer cette transmission-là. Alors, il y a d'autres molécules qui sont capables de faire la même chose que le menthol de l'amande poivrée. On peut citer le génol du clou de girofle, la capsaïcine du piment et quelques autres composés également. Donc cette action antalgique, eh bien, elle est très intéressante et mise à profit pour de l'application cutanée puisqu'on va pouvoir calmer des douleurs localement en application par massage au niveau cutané de ces huiles essentielles. Le menthol de l'amande poivrée est très intéressant et donc l'amande poivrée, elle a bénéficié de nombreuses études cliniques pour démontrer son action sur les maux de tête notamment, puisqu'on peut tout à fait, en appliquant de l'huile essentielle de menthe poivrée sur une zone douloureuse, donc notamment une céphalée, eh bien calmer la sensation douloureuse très rapidement. Et c'est un effet très intéressant et là pour lequel on a des études cliniques disponibles sur les migraines et certaines céphalées. Merci à Sabrina pour cette leçon détaillée sur les huiles essentielles. Dans le prochain épisode, nous vous proposons de la retrouver pour aborder le thème de la recherche clinique. C'était un podcast proposé par la Fondation Gattefossé. Pour plus d'informations sur les actions de la Fondation, rendez-vous sur fondation-gattefossé.org. Merci pour votre écoute et à bientôt!